Ah, 13h30, l'heure. On arrive dans l'espace. Salut Boulet. Merci Salut. d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, ça me fait plaisir. Alors, il faut que tu saches que très probablement, nous avons des viewers qui n'étaient pas nés quand tu as commencé ta carrière de Waouh. dessinateur. Alors, ça commence directement par une agression, ça va bien se Non, passer. Non, on est dans le mélange des générations. Tu sais, nous, on est les vieux. Ouais, hein. je veux bien le croire. Nous, on a besoin de Hugo pour nous aider à twitcher, sinon on n'existe pas. Écoute, je présente Hugo, Karina que tu connais déjà. Alors, Ouais. Boulet, il est auteur de bande dessinée depuis 1997, avec un monde d'abord très riche en imagination. Moi, j'hallucine sur ta productivité, très drôle aussi. Et en fait, tu as une double actualité qui, à mon sens, et puis tu nous en diras plus, je vais laisser Karina ensuite prendre la parole évidemment, il y a une double actualité qui montre un peu où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as une actualité de publication du 3e tome de Bolshoi Arena. Ça sort demain aux éditions Delcourt, qui est une des plus grandes maisons d'édition en bande dessinée. Elle est là. J'espère qu'on la voit J'étais bien. pas du tout préparé. Je sais pas ce qu'il était. Alors, c'était Ouais, un hasard complètement. Il était sur mon bureau à côté de moi. Voilà, il est là, très bien. Et d'ailleurs, qui aborde c'est le métaverse dont Hugo voudra te parler un petit peu. Et puis, Tarogaton, et là, c'est autre chose. C'est l'année dernière, tu t'es mis à dessiner chaque jour sur les réseaux sociaux, à destination des réseaux sociaux. Tu as une grosse communauté sur les réseaux. Cette fois-là, tu publies, mais en auto-édition, pas par une maison d'édition, parce que la démarche, elle est différente. Et qu'en fait, tu as cette double expérience classique et en même temps hyper moderne des réseaux sociaux, avec la possibilité de choisir absolument tout sans avoir un éditeur qui vienne t'expliquer ce qu'il faut enlever, retrancher, améliorer ou modifier. Et en fait, j'aimerais bien que tu nous racontes ce que l'un et l'autre t'apportent et pourquoi ce nouveau succès sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu vis comme un nouvel appel d'air. Ouais, oh ben voilà. C'est on va résumer 20 Allez, à ans toi. très rapidement. Allez Je continue l'autopub, je fais la petite pub pour Rogaton au passage. Mais Voilà. regarde, on s'en occupe. Ah non, mais c'est un geek, hein, c'est un... Il maîtrise. Alors, c'est toi qui fais ça? Oui, c'est lui, c'est lui. Ah ouais. Tu me Travaille demandes la maîtrise. la modernité, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est Karina qui nous a proposé de t'inviter. Karina, tu le connaissais déjà, Boulet? Bah en fait, c'est amusant parce que moi, c'est un vieux pote geek qui me l'a présenté il y a très longtemps. D'ailleurs, Boulet ne s'en souvenait pas. C'était en 2005, je crois, 2005. Moi, je partais au Brésil et je voulais faire un blog. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. Et je voulais faire un blog parce que j'y allais c'était la 5e fois que j'y allais. J'adorais ce pays et je voulais faire un truc sur le carnaval, montrer un peu à quoi ça ressemblait le carnaval de Rio, dans les rues et tout. Et j'avais besoin de la personne qui me développait la partie blog. Je suis complètement nulle en technique. Et quand il m'a montré comment ça se présentait, comment m'en servir, il m'a dit, tiens, regarde, je bosse là-dessus. Et il m'a montré le blog de Boulet, qui cartonnait déjà à l'époque. Donc c'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Voilà, c'était le programmeur de mon premier blog. J'avais demandé à un ami de m'aider à programmer le blog parce que moi, je suis nul en programmation. Je sais dessiner, mais je ne sais absolument pas faire un site internet. Et l'ami en question bossait avec ton ami et ils s'étaient mis ensemble pour bricoler un truc en Flash à l'époque. Donc je pense que maintenant... Hugo ne connaît pas. Voilà, maintenant il y en avait qui n'étaient pas nés à l'époque de Flash. Et on l'a gardé pendant très longtemps avant de le passer maintenant dans son nouveau format. Mais voilà, oui, on s'était croisés au tout début de l'époque des blogs, effectivement. Alors aujourd'hui, tu dis que Internet, ça t'a apporté une liberté que tu n'avais pas. Tu avais l'impression qu'il y a des choses que tu pouvais plus faire? Alors oui et non. Moi, Internet, alors il y a eu une progression, hein, c'est-à-dire que moi, au départ, ce qui m'emmerdait dans mon boulot, c'était que c'était un boulot de moine. J'étais dessinateur de BD, ça voulait dire, et je bossais pour de la jeunesse, c'est-à-dire que je bossais dans un tout petit appartement, j'avais du genre à 25 mètres carrés à Paris, et j'avais le frigo dans mon dos pendant que je bossais, et j'étais sur mon ordinateur et je faisais des pages tous les jours, toute la journée, pendant des mois. Et puis après, tu envoyais tes pages à l'éditeur. L'éditeur te disait dans 2 mois, le bouquin sort. 2 mois plus tard, le bouquin sortait. Tu avais quelquefois une critique qui disait c'est pas très bien dessiné. Et tu vois, il y avait une espèce de courbe comme ça. C'était assez solitaire, assez déprimant et assez violent d'être dessinateur de BD.
Et on n'avait pas beaucoup de respiration. Et les respirations, c'était les festivals, c'était voir les copains. Et c'était communiquer avec d'autres dessinateurs. Et pour ça, c'était l'ancêtre du web. On passait par des forums, on passait par des chatrooms. Et j'ai rencontré plein de copains dessinateurs, dessinatrices comme ça. Et a commencé à émerger le système des blogs, c'est-à-dire qu'on se disait, il y a plein de journalistes qui écrivent des textes et qui les mettent en ligne, pourquoi on ne fait pas ça en tant que dessinateur? On peut poster des images sur Internet. Il y avait plein de dessinateurs qui ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué technologiquement parlant, il y en avait qui ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur de se faire voler leurs œuvres, et puis il y avait les gens comme moi qui s'en foutaient et qui étaient là, moi je connais quelqu'un qui peut m'aider. J'ai plein de carnets, je dessine tout ce qui m'arrive dans ma vie. J'ai des carnets de festivals, j'ai des carnets de tranches de vie que je poste pas, que je publie pas parce que ça n'intéresse pas les éditeurs. Donc je vais mettre ça en ligne et j'ai fait le blog. Et c'est vraiment voilà, une histoire de sérendipité. C'est le truc que tu fais pour t'amuser qui devient le truc pour lequel tout le monde te connaît. Ouais. Et le blog, c'est devenu ma principale activité pendant près de 15 ans. Et après, ils ont été édités, ces blogs. Ils ont été édités. J'ai fait une série de livres de 11 tomes, donc il y a plus de 2000 pages de BD qui s'appelle Notes, chez Delcourt. D'ailleurs, je crois que tu cites le pote dans la première page du premier tome, David, pour ne pas le citer. Oui. Le fameux développeur du blog. Oui, quand on parle de la programmation, parce qu'il était obsédé par le fait de mettre plein de gadgets. Il voulait que quand on appuie sur un bouton, ça fasse clignoter un truc, que quand on appuie sur le pixel caché, ça fasse tomber de la neige. Il adorait les easter eggs et tout, et donc on en a... À chaque fois, il me disait « je peux rajouter ça, mais il va me falloir 2 semaines de plus. » Et j'étais là « non, mais c'est bizarre ton truc. » Et donc oui, mais là, aujourd'hui, Rogaton, c'est un peu comme du stand-up en version PD, parce qu'on te reconnaît. Là, c'est bien toi, et c'est un peu tes aventures au quotidien, c'est tes petites observations. Rogaton, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un trip nostalgie finalement par rapport au blog. C'est-à-dire que le blog, ça fait presque un an ou deux que j'y touche plus beaucoup parce que j'ai plus le temps et puis parce que honnêtement, maintenant tout le monde est passé sur les réseaux sociaux et ça n'a plus du tout le même impact. Tout le monde s'en fout des blogs d'une manière générale. À l'époque, la grande époque des blogs vers 2014-2015, je dirais, jusqu'à 2014-2015, quand je postais une note de blog, il y avait 60 000 personnes par jour qui venaient pendant des semaines. Tu vois, il y a certaines notes qui ont été vues des millions de fois. Donc, il y avait quelque chose, j'avais mon propre média et je pouvais me passer du reste. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, après, c'est quand je postais une note de blog, j'allais bosser 3 jours sur une BD et puis j'allais avoir un petit pic de « 10 000 personnes l'ont vu sur le blog ». En revanche, 30 000 personnes l'ont vu sur Twitter. Et tu vois, tu te disais pourquoi finalement Et maintenant justement tu es un petit peu sur tous les réseaux sociaux, comment tu distingues Twitter d'Instagram j'ai une logique très Voldemort. Je me dis que si j'ai assez de Horcrux, tu vois, on pourra pas me tuer et, il faudra tout détruire. Non, mais j'aime bien essayer plein de trucs et puis je me dis que quand je trouve une utilité spécifique à un truc, je le garde. Et quand je trouve pas d'utilité spécifique au truc, je le garde pas. J'essaye un peu toutes les nouvelles plateformes. J'aime bien, je suis toujours curieux. Et puis, il y en a qui restent. En fait, je jette tout ce que je peux et je regarde ce qui colle au mur. C'est aussi simple que ça. J'ai essayé Instagram. Alors donc, comme je disais, pour Rogaton, c'était un peu un trip nostalgie. C'est-à-dire que je postais quelques dessins sur Instagram, mais pas des BD. Et puis, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait du strip, de la BD quotidienne comme je faisais à l'époque du blog. Donc pourquoi j'essaierais pas... Pardon, c'est quoi du strip? Du strip, c'est de la BD, mais en une seule ligne ou en 4 cases. Tu vois, c'est un format court. Oui. Strip, ça Les veut dire Américains, bande. ils font pas mal ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça vient de bande, de strip, qui était en bas du journal chez les Américains, tout ce qui est Calvin et Hobbes, Garfield, Dilbert, tout ce que tu veux. Et donc voilà, je me suis dit, je vais faire des strips pendant une semaine. C'était ma résolution de bonne année l'an dernier, en fait. Et 2021. Voilà. Et j'ai dit 1 par jour pendant une semaine. Et en fait, je l'ai fait. Après une semaine, j'en ai fait un 8e, et puis un 9e. Et puis j'avais d'autres idées. Alors j'en ai fait un 11e, un 12e, un 13e. Et j'en ai fait plus de 150, en fait. J'ai passé plus d'un tiers de l'année, comme ça, presque la moitié de l'année, à faire un strip par jour. Je crois que j'ai raté 2 jours. Et puis sinon, je me suis retrouvé à la moitié de l'année, je me suis retrouvé avec un livre complet finalement. Et une de mes amies dessinatrices, Lisa Mandel,
qui est une copine des Arts Déco, donc on se connaît depuis plus de 20 ans, m'a dit qu'elle lançait sa maison d'édition indépendante, c'est-à-dire où on se débarrassait des éditeurs et on faisait tout pour les auteurs. Donc évidemment, le concept m'a plu. Et Delcourt m'a contacté pour savoir si je voulais faire Rogaton chez eux. Et j'ai dit, bah non, c'est autre chose que Note. Donc je vais saisir l'occasion d'essayer autre chose. Et je l'ai fait aux éditions exemplaires avec mon amie Lisa. Mais en quoi c'est gênant d'avoir un éditeur? Parce qu'on pense plutôt que c'est un truc super parce qu'il va pouvoir mettre en valeur ton travail et puis du coup, il y a un regard extérieur. Enfin, c'est quoi le côté parfois un peu lourd d'avoir un éditeur? À ce moment-là, en tout cas, de ton histoire. Alors moi, ce que tu décris, le côté, comment dire, regard extérieur, c'est au contraire les aspects positifs que je trouve à un éditeur. Le fait d'avoir quelqu'un qui a une expérience, qui a un réseau, qui peut mettre ton livre en librairie, c'est une très bonne chose. L'éditeur a beaucoup à offrir. Maintenant, c'est une question plus vaste du délitement du marché de la bande dessinée. C'est-à-dire que le marché de la bande dessinée s'est radicalement transformé ces 20 dernières années et la profession traverse une crise comme elle n'en a jamais connue. Ah bon? Et c'est une crise qui ne touche que les auteurs, c'est-à-dire qui ne touche pas les éditeurs. Le monde de l'édition se porte très bien, mais les auteurs se portent de plus en plus mal. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'il y a plus d'auteurs? C'est quoi le plein truc? Plein de choses ont changé. C'est-à-dire qu'il y a eu, la première chose, ça a été un peu la mort de la presse écrite. C'est-à-dire que beaucoup de magazines ont disparu. Et les auteurs, avant, vivaient surtout de leurs publications dans des magazines. Et après, quand ils sortaient un album, c'était une petite plus-value. Sauf que maintenant, on leur demande de vivre de la petite plus-value et le monde de la presse dessinée, il existe moins. On a moins ce recours-là. Aussi, il y a eu un âge d'or de la bande dessinée au début des années 2000 où il y a eu la flambée des mangas, où tout à coup les éditeurs sont devenus très riches parce que 50 jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires, c'était des mangas, des énormes succès de librairie comme Dragon Ball et Akira ou autres. Donc les éditeurs ont gagné beaucoup d'argent et ils en ont profité pour publier plus d'auteurs en se disant si on en publie plus, on trouvera plus facilement des trucs qui marchent. Sauf que le lectorat ne s'est pas agrandi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec plus d'auteurs, mais pour autant de lecteurs. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de gens qui lisent de la bande dessinée maintenant qu'au début des années 2000, mais en revanche, il y a 10 fois plus d'auteurs. Donc mathématiquement, il a fallu à un moment diviser l'argent. Et c'est évidemment pas les éditeurs qui ont cédé leur part, c'est les auteurs. C'est-à-dire que les avances qu'on touchait sur un album sont maintenant beaucoup moindres que celles qu'on touchait à l'époque. Les tirages aussi sont beaucoup moindres. Moi, quand j'ai commencé la BD en 2001, je faisais un album de 46 pages et le tirage était 10 000 exemplaires pour un premier album. C'est-à-dire que personne n'avait jamais entendu mon nom, personne ne savait qui j'étais. J'étais un jeune de 25 ans et mon premier album, c'était 10 000 exemplaires. Maintenant, quand un jeune auteur a un tirage à 3 000 exemplaires, on se dit, ils ont confiance. Ah ouais. Voilà. Salut la joue. Mais du coup, est-ce que tu tires des revenus de ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Non. Alors moi, j'ai été absolument stupide avec le blog, c'est-à-dire que j'ai eu la célébrité Internet sans avoir l'argent qui va avec. Autant les youtubeurs, ils gagnaient un peu des sous avec ce qu'ils faisaient, même si ça a bien dégringolé au fil des années. Autant les blogs BD, moi, j'avais pas de pub, déjà parce que j'aime pas la pub, et en plus parce que c'était extrêmement mal vu à l'époque. Il y avait des auteurs et des autrices qui avaient essayé de mettre de la pub sur leur blog et qui s'étaient pris des shitstorms. Ah oui. Frantico, dessiné par Lewis Trondheim, par exemple, il avait fait la blague en disant je vais mettre de la pub sur mon blog. Il avait mis une bannière de pub au sommet de son blog et il avait reçu des dizaines de lettres d'insultes. Les gens n'avaient même pas cliqué parce que si tu cliquais sur la pub, c'était son personnage qui montrait son cul. Il avait fait une fausse pub. Mais rien que ça avait rendu les gens complètement fous. Tu sais, on a posé une question sur le chat, la presse écrite, est-ce que tu es consommateur? Il n'y avait pas trop ou toujours, et 100% des réponses, c'est pas trop. Ouais, voilà. C'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est de notre faute. Ah bah oui, voilà, c'est les auteurs. Et youtubeurs, non youtubeurs. Non, c'est la faute. L'absence de lectorat. Voilà. Et on pourrait rajouter d'autres problèmes qui sont des problèmes purement de répartition du travail. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a encore 20 ans, on dessinait une page, on l'envoyait à l'éditeur et il se démerdait. Maintenant, l'éditeur, il nous demande que la page soit mise au format, coloriée, que les profils colorimétriques soient gérés, que la typo soit raccord. Il faut que ça soit directement prêt pour l'impression. Salut Arnaud. Ce qui normalement était un travail qui était
qui était donnée à des graphistes, pas à nous. Sauf que maintenant, c'est les auteurs qui ont récupéré cette part de travail et la paye n'a absolument pas augmenté. C'est-à-dire que l'argent économisé est allé dans la poche des éditeurs. Donc voilà, il y a tout ça. Donc pourquoi maintenant, moi, je suis content d'avoir eu cette expérience avec un éditeur indépendant. Et il faudra beaucoup relativiser sur ce modèle aussi. Hein. C'est pas un modèle idéal. Mais si je suis content d'avoir eu cette expérience avec un éditeur indépendant, c'est que en BD, c'est pas top, quoi, ce qu'on a comme contrat, tout simplement. On a des contrats qui sont avec des avances qu'on doit rembourser sur les ventes, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent direct pour notre travail. C'est-à-dire, en gros, l'éditeur nous dit on va te donner tant, et ensuite, les ventes de l'album serviront à rembourser cette avance, et tu ne toucheras de l'argent directement que si l'album se vend. La contrepartie, la part de risque de l'éditeur, c'est que si l'album ne se vend pas, il n'a pas le droit de nous demander de l'argent. Il n'a pas le droit de nous demander de rembourser l'avance. C'est une avance qui peut être remboursée qu'en droit d'auteur. Il y a Niavi qui nous dit, est-ce que c'est pour ça que les derniers volumes de notes sont typographiés et pas lettrés à la main ? Non, c'était parce que j'avais fait une typo et que j'en étais fier. C'est une bonne. Non, mais il est comme ça, vous l'avez. Termine ce que tu disais. Oui, je sais plus ce que je disais parce que je parle trop. J'étais en train de parler des contrats, je crois. Ouais, t'es bien avec l'édition. Ouais, que tu disais que au début, tu n'avais pas à rembourser parce que c'était... Voilà, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a plein de choses que moi, personnellement, je trouve absolument pas normales dans les contrats d'édition, qui sont des arrangements entre éditeurs qui se sont copiés les uns les autres pour faire les mêmes contrats. Mais par exemple, dans un contrat d'édition, on cède énormément de nos droits. On cède nos droits numériques, nos droits audiovisuels. Si un film est fait d'après une de mes BD, la somme que verse le studio va à 50% à l'éditeur et 50% à l'auteur. Certains éditeurs essayent de monter jusqu'à 60%. Tu vois, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Alors, après, c'est les usages. C'est une pilule un petit peu amère, mais on l'avale parce qu'on est content d'être publié. On a la fierté d'être dans toutes les librairies. On sait que des gens lisent nos œuvres. On est fiers. Mais à côté de ça, tu as les éditions exemplaires qui sont arrivées vers moi qui ont dit « Tu vas faire un Kickstarter, enfin un financement participatif, un Ulule. » Et tout ce que on a besoin de temps pour faire l'album, tout ce que tu gagnes en plus, c'est pour toi. Et tu gardes tes droits audiovisuels, tu gardes tes droits numériques, tu gardes tous tes droits. Et on va garder aussi une partie de cet argent pour essayer de financer le projet de la personne suivante qui aura peut-être pas autant de notoriété que toi. Moi, j'ai dit c'est un principe qui est solidaire, qui est équitable. Moi, j'ai dit banco, ça m'intéressait de participer, ne serait-ce que... Là, tu parles de la maison d'édition de Rogatton. Ouais, parce que ton financement participatif, il a été couronné de succès, quoi. Pour le coup, vous avez on a fait largement atteint votre objectif. 2210%. On était très Ouais, plus de 220 000 euros, c'est ça? Je sais plus le chiffre exact, ouais, mais c'était pas ça devait être. Mais alors, tu disais que le fait de maintenant avec les éditeurs traditionnels, tu avais de plus en plus de travail qui te revenait, qui avant était dévolu à d'autres métiers. Mais le fait d'être en auto-édition, est-ce que ça te demande pas aussi plus de boulot? Oui. Moi, c'est une des limites de l'auto-édition. C'est ça que j'aime pas dans l'auto-édition, c'est que tu dois tout faire toi-même et que moi, je préfère dessiner. J'ai pas envie d'être du genre 3 après-midi à la poste à envoyer des colis. J'ai pas envie d'être chez un graphiste à regarder s'il faut décaler la marge de 5 mm à gauche ou à droite. C'est des questions. Tu veux rester dans ton cœur de métier, quoi. Exactement. Salut, laissez passer. Et l'avantage énorme des éditions exemplaires, par exemple, c'est qu'ils proposent une formule à la carte. Ils te disent, tu peux faire tout seul et garder tout ce qui dépasse. Ou alors, tu peux dire, cette somme-là, il va y avoir tant qui va être dévolu à un graphiste qui va faire ton boulot à ta place. On va donner tant à la personne qui va aller poster les colis. En gros, c'est de l'auto-édition, mais à la carte. C'est-à-dire que c'est pas mal. Complètement choisir de gagner moins et de laisser le travail à d'autres, comme tu peux décider de non, je fais tout seul, je serai dans ma voiture pour aller chez l'imprimeur, etc., etc. Et dans ce cas-là, tu gardes plus d'argent. Alors, il y a une question de Jen Squire, je sais pas comment le dire, ou Squire. Squire. Tu connais? Ah non. Non, j'ai entendu plutôt les deux de la tech qui disaient ça se prononce Squire, il est chez nous. Ah, il a dit ça, voilà, Squire. Il dit les webtoons ont débarqué en Europe et aux USA et plein d'auteurs indépendants s'y essaient. D'autres vont sur Patreon.
est-ce la solution miracle pour sauver le secteur de la BD? C'est pas la solution miracle, mais c'est une alternative économique intéressante. On a vraiment galéré à l'époque des blogs, tout le monde parlait de ça, tout le monde parlait de comment on peut rendre ce système viable financièrement. Et c'est quoi Et Patreon, du coup? Patreon, c'est un site de pour les gens crowdfunding aussi, mais C'est un plutôt système de patronage, d'abonnement. c'est-à-dire C'est c'est que tu payes contre rien en échange, mais tu donnes de l'argent juste pour aider la personne. Tu donnes par exemple 10 € tous les mois pour Comme que sur la Twitch. personne continue à faire ce qu'elle fait. C'est pareil En que Voilà, fait, comme les sur gens Twitch. qui font par exemple des podcasts, souvent, ils se font D'accord. financer par Patreon, par leur C'est communauté. le principe de exactement passer avec un chapeau. Ouais. Ok. Donc là, je suis tué. Comme Et en là fait, sur Twitch, les c'est pour abonnements, voir, ouais. c'est le principe Patreon, du c'est sub ça. Twitch. D'accord. Voilà. Pour la BD. Et donc ça, c'est leur site. Et donc c'est quoi? Tu t'inscris sur le site et T'ouvres un compte et alors, en fait, c'est une sorte ouais. de... C'est ça, hein, vas-y. Non, Patreon, c'est pas que pour la BD, c'est pour tout. Tu peux dire du genre, Financement je dois me faire, participatif. voilà, je dois me faire opérer d'une jambe et je vais vous expliquer. Et puis, Ok. vous Qu'on pouvez me visualise. verser de l'argent sur mon Patreon. Patreon, ça veut dire, c'est vraiment, c'est mécène en fait. Ça veut dire, tu décides d'être mécène de quelqu'un que t'aimes bien, Ouais, tu que ça soit sponsorises pour quelqu'un. C'est quand même très écrire. artistique. C'est comme Oui, hein. oui, Tipeee. c'est artistique. Là, oui, C'est quand même très j'ai artistique. un peu fait le mélange là avec les GoFundMe, mais c'est Ouais, les artistique. Tipeee, C'est tout pas ça. c'est du patronage. C'est on te donne de l'argent pour que tu fasses ce que tu fais. Ça peut être de la musique, ça peut être de l'écriture, ça peut être ce que tu veux, quoi. Et il y a par exemple, moi j'en ai entendu parler parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'univers du stand-up et les stand-uppers américains, ils ont souvent développé donc leur site internet comme Mhm. toi, donc ne le lâche jamais parce qu'à un moment donné, en tout cas comme eux, ils ont toujours de l'avance, on sait que les mails et tout machin, ça devient la denrée rare. Eux là aujourd'hui ils sont à la newsletter, donc ça Mhm. commence à arriver en France, mais en tout cas ils ont chacun quasiment leur podcast conversationnel autour de l'actu avec des invités et ils le font financer via Patreon. Et on parle de grands noms, hein, même Louis C.K., tout ça, ils ont leur Patreon. Et c'est le cas aussi d'un certain nombre de podcasts en France. C'est comme ça que j'en avais entendu parler en tout cas. En France, ceux qui font ça, on a notamment, je crois que les deux plus connus, ça doit être Laurel et Maliki, qui étaient déjà des noms très connus à l'époque des blogs et avec qui ils ont eu de très mauvaises expériences, de dire ben maintenant moi je m'adresse que à ma communauté, et ils ont des communautés comme ça qui les financent et qui les financent très bien parce qu'ils ont des grosses communautés et elles peuvent travailler comme ça librement et faire leurs trucs toutes les semaines, faire leur BD. C'est les hebdomadaire. AMAP, c'est les AMAP de la Ouais, carte ouais. artistique. Mais après Lien il y a direct entre producteurs et consommateurs. C'est ça. Après, il y a la limite de tu t'adresses à une communauté. Est-ce qu'elle se renouvelle bien? Ah oui. Est-ce que tu connectes avec de nouvelles personnes? C'est vrai. Mais Où du est-ce coup, que tu tournes avec ton groupe d'habitués? ce serait quoi pour toi le conseil à donner à des jeunes auteurs de bande dessinée ou autres pour réussir à vivre de leur art? C'est multiplier les plateformes, le print, les réseaux, Je sais pas. Honnêtement, avec l'évolution du numérique, maintenant, on parle de métiers qui n'existent pas encore. Tu vois, moi, il y a 10 ans encore, moins de 10 ans, je t'aurais dit, le numérique, c'est bien, mais il n'y a pas de modèle économique viable. Et donc, pense au papier, pense aux éditeurs, etc. Je pense que c'est encore le cas. Je pense que honnêtement, pour le moment, la meilleure solution, c'est de passer par l'édition classique. Je leur dirais, syndiquez-vous. Je leur dirais, inscrivez-vous à la Ligue des auteurs. Vous laissez pas marcher sur la tête. N'acceptez pas un contrat minable parce que vous voulez prendre votre chance. C'est un peu ça le truc avec les auteurs. C'est prend souvent- important ce que tu dis. Peut-être on va aller encore plus loin dans la pédagogie. À quoi te sert un syndicat? Ils peuvent relire tes contrats, ils peuvent te dire ce qui est abusif dedans, et puis ils négocient. Ils négocient. Enfin, ils peuvent. Ils vont essayer de se battre pour l'amélioration des conditions des auteurs avec des ministères qui les écouteront pas, mais le geste est là. Donc, ça sert à rien. Alors, c'est il y a, toujours attends, sympa. il y a JN Squire qui continue. Après, ce qui prend beaucoup en ce moment, c'est les webtoons. C'est quoi les webtoons? Les webtoons, c'est à des plateformes, par exemple, ça se fait beaucoup en Asie, là où ils lisent beaucoup plus sur leur téléphone, notamment en Corée ou au Japon. Et donc, c'est des gens qui ont des plateformes collectives où tu peux t'inscrire, un peu comme Twitch, sauf qu'au lieu de proposer de la vidéo, tu proposes de la BD. Et toutes les semaines, tu as des épisodes d'une BD qui sort. Et c'est en fonction du nombre de followers, tu touches plus ou moins d'argent.
Et il y a des gens qui ont été qui ont eu énormément de succès là-dessus et qui ont même eu des adaptations à la télé. Par exemple, il y a Netflix qui a fait une série qui s'appelle Sweet Home, qui est l'adaptation comme ça d'un webcomic coréen, il n'y a pas longtemps. Et t'en as plein comme ça qui se font racheter leurs droits sur leur webtoons Captain Zorg. et voilà, ben là je crois que tu es en train de montrer des exemples. Ouais, c'est ça, là je suis sur webtoons.com justement, et donc il y Voilà. a plein d'exemples avec le nombre de likes associés, 1,6 million, Exact. etc. Donc c'est les soutiens, j'imagine. Voilà. Moi, Et la donc- question que j'ai. Ah, pardon, vas-y, go. Bah, du coup, ouais, il y avait la question tout à l'heure dans le chat, donc là on arrive sur de la digitalisation de la BD, donc le NFT dans tout ça, on en parle ou pas Ouais. dans le monde de la BD? Parce qu'on vient d'en Non. parler avec Nowtech. Oui, j'ai écouté ce qu'ils se disaient. Ils ont, Salut Mambiche. ils ont apporté des nuances plus positives que ce que j'aurais dit. Pour le moment, en termes de BD, je pense que y a rien. Il y a rien. Les NFT pour le moment dans la bande dessinée, c'est juste une arnaque pyramidale. Ah ouais. Vraiment, non mais vraiment, restez-en le plus loin possible. C'est de l'arnaque spéculative. C'est des gens qui mettent en ligne des kilotonnes de dessins de merde en essayant de spéculer pour leur faire prendre une valeur artificielle. Alors certains auteurs y vont parce que ils ont l'impression qu'ils peuvent gagner un peu d'argent, et je pense, moi j'en veux pas spécialement aux auteurs qui tentent le coup, puisqu'en gros ce qu'ils disent c'est je vais juste proposer ça à la vente et qui veut l'achète. Vous avez abordé l'aspect polluant, mais il y a aussi l'aspect spéculatif. Enfin voilà. Après, ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va y avoir des crypto-bros qui vont se dire hey, est-ce que ça peut se revendre? Je vais l'acheter, faire gonfler artificiellement le prix, le revendre, etc. Donc ce n'est pas basé sur la valeur de votre travail, c'est juste un moyen de prendre de l'argent à ceux qui espèrent s'enrichir avec ce système-là. C'est du boursicotage, quoi. Donc au-delà de l'aspect polluant, n'oubliez pas qu'il y a aussi un énorme aspect trou du cul. Moi, j'avais une question qui est Ouais. beaucoup plus terre à terre. C'est comment tu nourris ton imagination? Comment tu Ouais, fais pour je être vais- aussi. Ah, ouais, voilà. En fait, moi, ça Mais revient. où est-il ce qu'on veut chercher faire tout deux- ça? deux en une, c'est où est-ce que tu vas chercher tout ça? Il y a beaucoup de dragons, de monstres, de raclettes qui se transforment en monstres. Et peut-être dernière question, est-ce qu'il y a des licornes? Puisqu'on a commencé par ça dans tes ouvrages. Tu fais des licornes. J'ai dû en dessiner une ou deux, ouais. Mais c'est un mélange de plein de choses. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'écriture. D'une manière générale, j'aime bien écrire, inventer des histoires. Donc, je pense que c'est ça le socle de mon travail, c'est l'écriture plus que le dessin. Le dessin, c'est plus une sorte de luxe que j'ai mis par-dessus l'écriture, mais je pense qu'au début de ma carrière, je dessinais comme un pied et ça m'empêchait pas d'avoir envie de raconter plein d'histoires. Et ensuite, je pense que c'est un mélange de fascination pour les mécanismes narratifs. Moi, quand je faisais de la bande dessinée jeunesse, tous les mois, je devais produire des bandes dessinées, des gags en une planche, et je trouvais ça passionnant de voir comment on pouvait trouver des recettes qui fonctionnaient, comment on pouvait trouver un rythme qui faisait tac, 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 et à la fin, c'est rigolo. Et je me donnais des contraintes supplémentaires. Je me disais, tiens, là, je vais essayer de voir ce qui se passe si j'ouvre par une image de tel format et que je termine, enfin, voilà, ou si je commence par la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de recherches formelles. Et puis après, c'est une habitude. Je sais pas comment il faut. Tu parlais des stand-up plus tôt. Je pense que c'est un peu le même. C'est un que peu j'allais dire, ouais. la même chose. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu écris des histoires et qu'il faut être drôle, bah, au début, tu galères. Il y a un truc qui fait rire et tu te dis ah ça a fait rire. Pourquoi ça a fait rire? Et tu essaies de comprendre le mécanisme derrière. Et puis après, tu regardes tout dans la vie avec cette espèce de filtre là. Et moi, je sais que je sais que qu'un de mes filtres principaux dans ma carrière, ça a été l'espèce de réalisme fantasmagorique. C'est-à-dire, j'imagine un monde fantasmagorique, mais en même temps, comment ça se passerait avec des gens qui seraient très concrets, très réalistes dedans. C'est-à-dire, j'ai fait par exemple des BD, des espèces de parodies d'Harry Potter où tu dis, bon, bah, on a un monde où il y a la magie, mais qu'est-ce que ça implique au quotidien? Pourquoi on fait pas ça? Tiens, pourquoi on va pas nettoyer les décharges publiques avec des baguettes magiques? Pourquoi on n'envoie pas les débris? Pourquoi on n'envoie pas les déchets dangereux dans l'espace? Et tu vois, j'adore trouver quand je commence une histoire, j'adore trouver toutes les implications qu'il y a dans l'histoire. Stand-up, c'est ça, voilà. c'est ce qui s'appelle étirer. Tu prends un truc de départ et tu vas tirer le concept jusqu'au bout, et c'est là où arrive l'humour. Et c'est vrai que l'humour, c'est un muscle, et plus tu le pratiques, en fait, plus il te vient naturellement. Les stand-uppers, ils disent souvent faut éviter de s'arrêter, parce que c'est quand on s'arrête
que c'est Je pense que compliqué c'est ça, d'y- c'est une dynamique. Moi, je disais souvent quand je faisais le blog que c'était beaucoup plus facile de faire 3 BD par semaine que d'en faire une par mois. Parce que 3 BD par semaine, tu es dans un rythme, tu fais ça. Et puis c'était comme pour Rogaton. Non, mais c'est un star canon. Rogaton, je faisais des BD tous les jours et c'était facile. Là, maintenant, quand j'essaye d'en faire, je suis là, qu'est-ce que je fais? Mais tu sors un peu ou Oui, beaucoup. T'as une vie. Je suis, Pas trop non, à cause du Covid, mais voilà. paradoxalement, je pense que je dois être une des personnes qui a le plus bougé en 2021 parce que moi, je suis marié à une Américaine, donc j'ai de la famille aux États-Unis, donc on n'arrête pas de faire on est obligé de faire des allers-retours assez souvent. Ah, c'est toi, Donc en fait, Omicron, je ok. sors pas mal de chez moi pour de vrai. Mais Et est-ce que je peux me permettre de répondre à la question de JN Squire qui dit j'ai vu un artiste sur Twitter qui incitait plutôt à passer commande auprès d'un artiste qui vous plaît plutôt que d'acheter une NFT. Est-ce que c'est vrai? Y a-t-il des sites pour ça alors qu'on n'y connaît rien? Alors en France, il y a un site qui s'appelle Les Dessinateurs, tout attaché, lesdessinateurs pluriel.fr, et où il y a des originaux qui sont en vente. Et oui, complètement. Alors une NFT, comme je te dis, l'argent que tu vas gagner, ça va être l'argent de gens qui espèrent s'enrichir et qui vont probablement s'appauvrir. Et alors que si tu achètes, si tu veux une œuvre d'un dessinateur, pourquoi tu achètes ce qu'ils appelaient là, charitablement un acte notarié virtuel, alors que tu peux acheter l'œuvre elle-même? Enfin, ça n'a aucun sens. Donc oui, Moi, je suis assez soutiens d'accord. l'auteur en achetant des prints, en achetant des dessins originaux, mais pas en achetant un foutu certificat d'authenticité d'un lien vers un JPEG. Parce que c'est souvent ça aussi, ils n'ont pas parlé de ce problème-là, mais dans les NFT, ce que tu achètes, c'est un lien vers l'adresse physique d'une image. Parce que comment tu la stockes, ton image? Elle est quelque part sur Internet. Donc l'original, c'est l'image vers lequel pointe le lien. Si quelqu'un bouge l'image, le lien pointe vers plus rien. Et il y a des gens qui ont payé des fortunes des NFT et qui se sont rendus compte qu'ils avaient payé des fortunes un lien mort. Donc ça, et puis moi j'ai eu le même cas. Moi j'ai eu des gens qui prenaient mes dessins pour essayer de les vendre en NFT. J'ai dû passer comme ça des heures à écrire à des sites de crypto-bro pour leur dire virez ça de votre plateforme parce que c'est à moi. Il y a tellement de confusion. C'est ce qu'il disait aussi tout à l'heure nos deux amis de la tech là. Naotech. Mais Jérôme Nautech. Voilà, il y a énormément de confusion entre le droit de propriété et le droit d'utiliser, enfin le copyright. C'est-à-dire que si tu achètes, il prenait l'exemple de la Joconde, si tu achètes un tableau, ça te donne le droit d'avoir le tableau et de l'accrocher chez toi. Ça ne te donne absolument pas le droit d'en faire des posters et de vendre les posters. Ça ne te donne pas le droit de détruire le tableau. Ça ne te donne pas le droit de peindre par-dessus. Tu as juste le droit de le posséder. Et pour le moment, ce que c'est qu'une NFT, c'est juste ça. C'est un acte de propriété qui ne te donne aucun autre droit. Donc là, je prenais, ils allaient en parler des crypto-bros qui ont acheté une fortune. Ils ont fait un financement participatif pour acheter 2 millions, une copie du storyboard de Dune. Et ils disaient, maintenant, on va le rendre public et on va essayer d'en faire une adaptation en série télé. Abruti. Enfin, tu ne peux pas. Il y a le droit moral, il y a le copyright. Je veux dire, c'est pas parce que tu as acheté une copie d'un livre, c'est l'équivalent de dire, tiens, j'ai acheté un CD à la Fnac, maintenant je peux mettre cette musique dans mon film. C'est pas comme ça que ça marche. Ok. Donc voilà. Ouais. Voilà pourquoi moi je crois pas encore à ce système. Les amis, il est Il est 14h03, il est l'heure de se quitter. Boulet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Eh ben merci à vous de m'avoir invité. Non, mais on a passé des super moments de qualité parce qu'on a agrandi, moi, sur des savoirs que je ne maîtrisais pas. Donc ça, c'est vraiment toujours un plaisir de sortir plus intelligent d'un entretien et d'un rendez-vous que d'être sur des thèmes qu'on connaît bien et dans sa zone de confort. C'est hyper Et agréable. encore, on n'a pas abordé tout l'aspect interactivité, comment tu interagis avec ta communauté, revenir. comme dans le stand-up, en fait. Il faudra, Il va ouais. falloir, voilà. En tout cas, il y a 2 actualités pour ceux qui sont avec nous. Alors, il y a certains membres de ta communauté qui sont avec nous et puis d'autres qui te découvrent ce matin. Donc, tu as ce midi Bolshoi Arena, tome 3 qui sort dès demain, donc aux éditions Delcourt. Et puis le fameux Rogaton avec tout l'univers que tu décrivais là d'auto-édition qui sort lui le 1er février et qui est donc toutes ces planches que tu as dessinées jour après jour l'année dernière. Là, tu as les deux. Hein. C'est toi qui as fait ça ou c'est nous? Oh, je sais pas, non. Non, ça c'est nous. Et voilà. Ah, génial. C'est quoi ça?
Ah, ça, c'était Boulet. Ah bah l'ancienne adresse, l'ancienne adresse du site et il doit y avoir l'adresse de l'Instagram. Et sinon, oui, j'ai aussi l'Instagram bouletcorp.com, Boulet Corp, comme Boulet Corporation. B-O-U-L-E-T-C-O-R-P. Ah, Et c'est une multinationale. Corporation. En fait, c'est t'es une aussi, licorne. voilà. Et c'est aussi mon adresse Twitch. Donc, si vous voulez me voir Ah, super. dessiner en live, je fais aussi des live Twitch sur twitch.tv/. On va Boulet mettre Et ça, Corp. tu tout sais ça dans quand? le C'est chat, quand? les modérateurs. Hop. Hein? C'est quand tes Twitch à toi? Parce C'est que un peu autant, aléatoire. C'est Ah, souvent le aléatoire. C'est matin. quand tu veux. C'est des dessins d'échauffement le matin quand j'ai le temps. Et quelquefois, je les annonce à l'avance sur Twitter, etc. Alors attends, Et je vais m'abonner tout de suite parce que j'adore voir ça, moi. Les dessins en live, je trouve que c'est absolument fascinant. C'est presque une forme de méditation. Tu as le truc qui se met en place et tu as l'impression que le stylo, c'est exactement où il va. Et tout à coup, la forme prend vie. Et moi, je trouve ça. je Je trouve précise que c'est intéressant. ouais, on vient pour Oui. les dessins, on reste pour les stupidités qui se racontent en continu. Et Donc, ben voilà, venez, c'est le meilleur des on dit teases. beaucoup de bêtises et on s'amuse beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous. On le suit, C'est moi qui vous Boulet Corp. remercie. Et on te souhaite plein de bonnes choses pour ces nouvelles aventures et encore plein de nouvelles encore. On t'embrasse. À la À prochaine, bientôt. salut. Salut, à la merci. prochaine.